émissions préférées, elles sont toutes sur Radio Grand Lac. Les Chroniques de Savoie pour découvrir l'histoire de nos territoires avec Julien sur Radio Grand Lac. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Jean-Pierre. Alors, bonjour Julien. Ça va Jean-Pierre aujourd'hui ? Écoute, ça va bien parce que tu es là. Tu vois un petit peu. Merci. On va parler histoire, on va parler de plein de bonnes choses et on est heureux d'avoir tous nos auditeurs, toutes nos auditrices qui sont fidèles à cette émission. Alors, qui normalement est le premier vendredi du mois, mais on n'y arrive pas. Donc on va peut-être, on va garder le vendredi, on va peut-être mettre le deuxième. On va voir. Parce qu'en plus, j'ai remarqué que le mois prochain, ça tombait le 1er novembre également. Voilà, donc il faut qu'on fasse sauter ça, hein, d'accord. Donc, mais bon, on s'adapte. À Radio Grand Lac, vous êtes assez ouvert au changement, donc il n'y a pas de souci. Et puis, on a une petite pensée à Sandra aussi, qui n'est pas là pour nous écouter. Non, elle n'est pas là. Comme d'habitude, j'ai envie de dire. Elle est partie, elle n'avait pas de lumière à son vélo, donc elle est partie avant qu'il fasse nuit. Ah oui, je comprends bien. Et bien sûr, bonjour à tous les auditeurs de Radio Grand Lac, notre grand bain de la vie locale. Alors, le mois dernier, nous avions consacré notre émission, donc c'était déjà au mois de septembre. On avons parlé de André Caron, la femme de l'illustre Aga Khan. Nous étions avec Monsieur Vieux qui nous a passionnés vraiment. Monsieur excellent, on a hâte qu'il revienne. Tout à fait. Et aujourd'hui, donc, on va changer d'époque et surtout de registre avec une émission consacrée à l'empereur. Alors, quand je vous dis l'empereur, c'est pas Napoléon Ier, hein, bien sûr, mais Napoléon III et son impact sur nos départements. Et même sur nos territoires, puisque vous savez que à la fin, le milieu du 19e siècle, ce qu'on appelait le royaume de Piémont-Sardaigne, il y avait une partie, on va dire, en deçà des Alpes, c'était bien sûr la Savoie, la Haute-Savoie, mais aussi le comté de Nice, et nous allons également parler de nos amis niçois pendant cette chronique. Le comté de Nice avec le port de Villefranche-sur-Mer, qui était le port de la Savoie. C'est ça, le premier port, d'ailleurs, les gens, quand on parle de comté de Nice, pensent au port de Nice, mais le port officiel historique, c'était le port de Villefranche. Et donc, comme vous le savez, j'aime souvent faire un petit tour historique du jour, puisque nous sommes le 18 octobre, et à l'occasion des Chroniques de Savoie. Donc aujourd'hui, 18 octobre, alors c'est une journée historique de premier ordre pour la Savoie, puisque c'est l'anniversaire de la naissance du prince Eugène de Savoie, né à Paris le 18 octobre 1663. Eugène, bon anniversaire Eugène. Alors, nous avions consacré pas une, mais 2 émissions à la vie du plus grand militaire de la Maison de Savoie, principal adversaire de Louis XIV, considéré comme une légende pour les pays d'Europe centrale. Bon, en fait, un cador, donc bon anniversaire mon prince. Et si vous souhaitez vous recueillir en ce jour anniversaire sur sa dépouille, vous pouvez aller à la cathédrale Saint-Étienne de Vienne, là où il est enterré. D'accord. Mais à Vienne, en Autriche, hein, pas à Vienne en Isère. Mais revenons à nos moutons, même si c'est difficile de comparer l'empereur Napoléon III à un mouton, mais vous avez certainement saisi le sens de l'expression. Alors je vais faire un rapide calcul. Napoléon III plus Savoie égale, bien sûr, histoire de l'annexion de la Savoie à la France et aussi de l'unité italienne. Car en fait, oui, peut-être que vous l'ignorez, mais tout est lié. La Savoie rattachée à la France et l'annexion et la réunification de l'Italie, c'est en fait un processus qui est bien sûr étroitement lié. Bien sûr, l'un ne va pas sans l'autre. Voilà. Car vous le savez, la Savoie elle est devenue française en 1860, suite à la signature du traité de Turin. Pour la dernière fois, parce qu'elle l'avait déjà été. Elle l'avait déjà été, tout à fait. Il est en train de me teaser mon émission, Jean-Pierre. Je vais t'avoir, Julien. Suite au traité, daté du 24 mars, signé cette même année 1860. Alors, ce traité prévoyait l'organisation de 2 consultations populaires. Alors, aujourd'hui, on appellerait ça des référendums. À l'époque, c'était plutôt des plébiscites. En avril 1860, bien sûr, pour la Savoie et pour le comté de Nice. Mais avant de débuter, bien sûr, quelques mots sur le contexte de l'époque et sur les raisons qui ont incité Napoléon III à, entre guillemets, lorgner sur la Savoie et le comté de Nice. Alors, Louis-Napoléon Bonaparte, fils de Louis Bonaparte, qui lui-même était le frère de l'empereur Napoléon Ier, devient, peu le savent, en fait, le premier président de la République française, élu au suffrage universel masculin les 10 et 11 décembre 1848. Oui, tout à fait, face à un certain Lamartine. Alphonse de Lamartine, tout à fait, dont on parlera également à une prochaine émission, parce que c'est vrai que son impact sur la Savoie a été très important, et même son impact sur la France, puisqu'il est connu pour avoir joué un rôle très important, notamment lors de
la fin de la monarchie française. Bien sûr. Voilà. Donc après avoir tenté en 1840 un coup d'État bonapartiste, Louis-Napoléon Bonaparte est enfermé au fort de Ham. Rien à voir avec le jambon. Ouais, excusez-moi, petit calembour. D'accord. Oui. Passons. D'où il s'évade 4 ans plus tard pour rejoindre Londres. Et il s'agit là en fait de son premier exil anglais, puisque le dernier sera le dernier d'ailleurs de sa vie. Bien Et sûr. il se déroulera de 1871 à 1873, date de sa mort. Alors, nous n'allons pas revenir en détail sur l'élection de 1848. L'historien Thierry Lenz revient en détail sur cette période dans son ouvrage qui s'appelle La modernité inachevée, Napoléon III. Si tu me permets juste une petite coupure, je voulais saluer une grande amie qui nous écoute depuis Nogent-sur-Marne. Ah bah bien sûr. Delphine, ma petite Delphine qui m'envoie un message donc depuis Nogent-sur-Marne, je l'embrasse très fort. Voilà, c'est tout, c'était un petit aparté. Il y a le moment. Je ne la connais pas, mais je l'embrasse également. Voilà, tout à Et donc Thierry Lenz, qui a réalisé une biographie exceptionnelle de Napoléon III, comme nous n'en avons pas eu beaucoup, qui s'appelle La modernité inachevée. Dedans, il retrace la vie du président puis de l'empereur. Et donc, je vous invite à la lire. D'ailleurs, il a présenté cet ouvrage il y a quelques mois au centre des congrès d'Aix-les-Bains avec nos amis du souvenir napoléonien, et notamment Monsieur Perrotto. Bien qui sûr, était Jean-Claude là, Perrotto, bien que sûr. nous recevrons avant la fin de l'année, normalement, pour nous parler de son association et d'Aix-les-Bains. Mais bon, de cette campagne de 1848, il faut retenir qu'une seule chose, c'est que Louis-Napoléon Bonaparte, il met en place une véritable, on appellerait ça aujourd'hui, machine de guerre électorale, Oui. avec la création des comités de soutien, les campagnes d'affiches électorales, les militants, des comités départementaux, tout ce que l'on connaît actuellement, ça vient de Louis-Napoléon C'est Bonaparte. lui. Avec notamment l'aide de mes frères, le duc de Morny, Tout à fait. qui était très fort là. Et tous les ingrédients modernes sont réunis pour permettre un raz-de-marée de cette élection qui a été remportée dès le premier tour avec 74% des suffrages. Alors il faut dire aussi que Louis-Napoléon est très aidé par son nom de famille légendaire, Bonaparte, même si ça n'a joué qu'à la marge. Contrairement à ce que l'on peut croire, les gens savaient très bien qui était Louis-Napoléon Bonaparte. Il n'y avait aucun, aucune... Le neveu, quoi. Voilà, ils savaient que c'était le neveu et que Napoléon étant mort en 1821, ils avaient bien compris que c'était pas la même personne. Mais un Bonaparte étant un Bonaparte, la fonction de président de la République n'étant pas assez grande pour un tel nom, le 2 décembre 1851 éclate un coup d'État qui met fin à la Deuxième République pour laisser place au Second Empire. Donc comme tonton, Louis-Napoléon devient empereur des Français, et ce, dès le 2 décembre 1852, un an plus tard. Ces événements sont bien sûr français avant tout, mais vont avoir un impact direct sur nos pays de Savoie, car du côté de la péninsule italienne, du même moment, les choses bougent. Et ce qu'on appelle le Risorgimento, terme signifiant résurgence ou renaissance, débute du fait de ce qu'on appelle l'irrédentisme italien. En fait, c'est le fait de réunir sous un même pays tous les peuples qui parlent la même langue. Qui parle la même langue. Ouais. Donc vous avez un irrédentisme allemand, vous avez un irrédentisme à l'époque italien. Alors vous allez certainement me demander en quoi la Savoie et le comté de Nice sont concernés par cet irrédentisme. Eh bien simplement car la Savoie et Nice sont en quelque sorte des enclaves sardes au sein de l'Empire français. Et que Napoléon III, il a en tête une théorie qui a été développée quelques siècles auparavant par Louis XIV, qui s'appelle les frontières naturelles. Et selon cette théorie, la France devrait s'agrandir jusqu'à des frontières constituées de fleuves ou de reliefs, donc des frontières naturelles. Et ben vous avez les Pyrénées d'un côté, le Rhin, les Alpes et la Savoie, et le comté de Nice devait donc tout logiquement revenir à la France. D'autant plus que la Savoie a connu depuis 1536 pas moins de 6 occupations françaises. En fait, pour la faire courte, les Français ils se sentent un peu en Savoie comme chez eux, puisque pour aller en Italie, là où il y avait les envies de Lombardie des différents souverains, eh ben on passait forcément par la Savoie. Et donc les Français, quand ils allaient combattre en Italie, passaient forcément par nos territoires. Voilà. Le duc de Savoie puis le roi était appelé le portier des Alpes. Mais chose importante pour bien appréhender la suite de notre histoire, il faut comprendre le contexte et la géographie de l'époque. Alors la France, après le redécoupage européen du Congrès de Vienne, qu'il a imputé de l'ensemble des conquêtes napoléoniennes, redevient peu à peu une puissance majeure en Europe et va s'engager de manière ferme sur des sujets internationaux. Alors il y a eu une expédition espagnole pour soutenir le roi en 1823. Alors, vous imaginez, 1815 c'est la fin de l'Empire. On voit quand même d'un mauvais œil une puissance française et donc Bien on sûr. essaye de les empêcher d'avoir des hégémonies européennes. Mais quand même, en 1823, expédition militaire en Espagne. Et sous Napoléon III, éclate ce qu'on appelle la guerre de Crimée,
où la France va s'engager contre l'Empire russe aux côtés des Anglais, des Turcs et des Sardes. Et quand je vous dis Sardes, c'est parce que c'est le royaume de Piémont-Sardaigne. Et donc on appelle le roi de l'époque, Victor Emmanuel II, était roi de Piémont-Sardaigne, mais duc de Savoie également. Duc de Savoie, il était issu de la maison de Savoie depuis Humbert au Blanchemin. C'est ça, tout à fait. Du côté savoyard, alors faut pas que vous ayez en tête un État qui se réduit strictement aux frontières des départements de la Savoie et de la Haute-Savoie et du comté de Nice. Ces territoires ne sont qu'une partie d'un royaume très étendu, qui a été fondé en 1720, qui comprend le Piémont, la Sardaigne, d'où le nom de Piémont-Sardaigne, la Ligure, c'est la région de Gênes depuis 1815, et depuis 1859, la Lombardie autrichienne. Donc vous avez vraiment un territoire qui est avant tout italien et du nord de l'Italie. Le comté fondé par Humbert Ier, dit au Blanchemin, puis devenu duché en 1416, et à l'époque de notre histoire, un royaume s'étendant en deçà et au-delà des Alpes. On dit par-delà et par-deçà. Voilà. Donc en deçà, c'est la région qui est à l'ouest, donc on va dire la nôtre, et au-delà, c'est celle qui est du côté italien. Voilà. Même si la partie française est réduite comme peau de chagrin à seulement 2 territoires, les Savoies et le comté de Nice. Et pourquoi est-ce que cette partie française est réduite à peau de chagrin ? Puisque au fur et à mesure des occupations françaises, le territoire, ce qui s'étendait en deçà des Alpes, de la Bresse au Bugey, le Val-Romel, le Pays de Gex, petit à petit était grignoté par les souverains français qui ont occupé et qui, à chaque occupation et donc défaite militaire savoyarde, ont pris des bouts de terrain savoyards pour en fait ne laisser que la Savoie, la Haute-Savoie et les comtés de Nice. En fait, on voulait venir au Rhône, quoi. Oui, Rhône, voilà, c'est ça. Et tout, avoir des frontières naturelles. Et d'ailleurs, en 1601, quand sont signés le traité de Lyon et le traité de Paris par Henri IV, et ben en fait, on voit très bien que le fait de prendre pied Brest, Bugey, Val-Romel, Pays de Gex, ça dégage également la région lyonnaise qui se retrouve un peu moins soumise à une possible attaque savoyarde. Voilà. Donc en fait, ça permet vraiment de conforter les frontières françaises. Donc nous avons donc un royaume qui est plus italien que français, même s'il faut tordre le cou à une idée courante, jamais, mon Dieu, jamais, la Savoie n'a été italienne. Elle a été soit indépendante, soit française, alors soit un petit peu espagnole pendant quelques années, puisqu'il y a eu une occupation espagnole au XVIIe siècle, mais jamais italienne, à part, bien sûr, quelques mois. Nous en avions déjà parlé au mois de mai, d'occupation italienne, mais pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc vous avez donc un royaume très étendu, avec une capitale, Turin, et plus Chambéry, depuis 1563, et à sa tête, le roi Victor Emmanuel II, par ailleurs, duc de Savoie. La grande affaire du moment, c'est le projet de réunification italienne. Dans la péninsule, elle est constituée de royaumes indépendants, plus ou moins importants géographiquement. Donc vous avez le royaume de Sicile, qui d'ailleurs appartenait avant à la Savoie. On appelait le royaume de Piémont-Sicile, puis après le royaume de Piémont-Sardaigne, puisqu'il y a eu un échange de territoire. Le royaume de Naples, le grand-duché de Toscane, les États pontificaux. Oui, qui était important. Qui était très important. C'est pas le Vatican, c'était un territoire. C'est toute la moitié de l'Italie. C'est ça, quasiment. L'Empire d'Autriche aussi possède une part du nord-est de la péninsule avec la région de la Vénétie. Alors c'est facile, c'est la région de Venise. Bref, il s'agit la Lombardie. Une partie de la Lombardie également, oui. Bref, il s'agit d'un millefeuille politique et afin de créer un véritable État-nation, comme on l'appelle aujourd'hui, il faut une volonté de réunification des terres italiennes, ce qu'on appelle, comme je vous l'ai dit, l'irrédentisme. Et pour cela, il faut un héros populaire. Et c'est une star locale puisqu'il est niçois, Giuseppe Garibaldi. Un homme politique, le Premier ministre Camillo Cavour, et d'un souverain, bien sûr, Victor Emmanuel II. Napoléon III, il sent que la France elle a un rôle à jouer dans la péninsule italienne, notamment après des tentatives d'assassinat. Le 28 avril 1855, c'est l'attentat de Pianori, un militant italien pro-réunification. Et surtout, le 14 janvier 1858, rebelote, c'est l'attentat à la bombe d'Orsini, particulièrement meurtrier, car 12 personnes décéderont et plus de 150 seront blessées. L'empereur et l'impératrice sont vraiment passés à 2 doigts d'y passer, on va dire. À la veille de monter sur l'échafaud, ce fameux Orsini, il arrive à faire parvenir à l'empereur une lettre, au sein de laquelle il était possible de lire « Que votre majesté se rappelle que les Italiens, au milieu desquels était mon père, ont versé leur sang sous Napoléon le Grand, c'est-à-dire le tonton, Napoléon Ier. Partout où il lui plut de les conduire. Qu'elle se rappelle que tant que l'Italie ne sera pas indépendante, la tranquillité de l'Europe et celle de votre majesté, donc Napoléon III, ne seront qu'une chimère.
que votre majesté ne repousse pas le vœu suprême d'un patriote sur les marches de l'échafaud, qu'elle délivre ma patrie et les bénédictions de 25 millions de citoyens la suivront dans la postérité. Donc, avant de mourir, on comprend bien que Orsini demande de l'aide à Napoléon III pour s'engager clairement du côté des Italiens qui veulent être réunifiés. Mais face à ces Italiens, vous aurez un mastodonte européen qui est l'Autriche, puis un mastodonte spirituel, qui n'est pas forcément une très grande puissance géographique ou militaire, qui est quand même les États pontificaux qui sont très importants en ce milieu de 19e siècle. Est-ce que nous allons pouvoir engager une petite pause musicale, Jean-Pierre ? On peut bien sûr à 13h16 faire une pause musicale dans cet exposé historique passionnant où on va parler bientôt du plébiscite de 1860, de l'arrivée de la Savoie dans la France. Et donc on fait une pause maintenant, Julien, tu aimes, d'accord ? Allez, banco. On revient dans 2 minutes. La radio de l'identité locale à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, Radio Grand Lac sur 92.1. Les chroniques de Savoie pour découvrir l'histoire de nos territoires avec Julien sur Radio Grand Lac. Re-bienvenue pour cette émission. Julien. Rebonjour Jean-Pierre. Julien. Donc re-bienvenue. Donc nous allons poursuivre notre chronique puisque nous avons parlé de l'attentat d'Orsini de janvier 1858 et ses conséquences sur les mentalités. Donc vous comprenez bien que il s'est passé où devant l'opéra, devant l'opéra de Paris. Tout à fait. Alors que l'empereur et l'impératrice allaient donc à une représentation. C'est ça. Et il y a eu 3 explosions. Ouais. 1, 2, 3 explosions. Et quand ils sont ressortis du carrosse, l'impératrice, donc bien sûr, vous imaginez les gardes, la foule en panique. Et l'impératrice est ressortie avec juste une petite coupure. Et tout le monde a convenu que la mort n'était pas passée très très loin, puisque c'est vrai qu'il y a eu quand même de nombreuses victimes. Vous imaginez 3 bombes à Paris, donc c'est quand même un attentat très organisé. Oui, tout à fait. Donc cet événement, vous l'imaginez, enclencha une vague de répression autoritaire, bien sûr, mais Napoléon III prend conscience du problème et va demander l'organisation d'une rencontre avec Cavour, qui est le président du Conseil des ministres du Royaume de Sardaigne. Et cette réunion va s'organiser à Plombières le 21 juillet 1858. Alors pourquoi est-ce que Napoléon III prend conscience de ça ? Alors déjà, parce qu'il a envie de vivre, forcément, parce que ça fait déjà 2 attentats en quelques années émanant d'Italiens qui souhaitent la réunification. Et 2, ça lui permettrait également de jouer aussi un rôle sur la scène internationale. Il a participé à la guerre de Crimée et pourquoi pas maintenant s'engager plus sur le continent, un peu comme son oncle en fait, les campagnes d'Italie. Voilà, c'est quelque chose en France qui fait toujours rêver. Toujours l'aura de la France, quoi. Bien sûr, la puissance française, c'était la première puissance d'Europe. C'est ça, tout à fait. Mais avant de continuer sur cette rencontre de Plombières, il faut parler impérativement pendant quelques minutes de Camillo Cavour. Cavour. Alors Cavour, c'est un peu l'exemple du noble éclairé piémontais. Études universitaires à Genève, beaucoup de voyages, Paris, Londres, Belgique, les États allemands. Avant de se constituer une solide expertise en politique étrangère, il sera un des pères fondateurs de l'Italie. Cavour sera un soutien indéfectible de la monarchie parlementaire et il va fonder, comme beaucoup à l'époque d'hommes politiques du 19e siècle, un journal qui va s'appeler Risorgimento, qui annonce la couleur « L'Italie doit trouver son unité ». Pour cela, il sait qu'il doit rompre avec le pape, dont la tutelle spirituelle et temporelle sur les États pontificaux est un obstacle à l'unification, parce que bien sûr, vous avez un pape tout-puissant qui domine une partie de l'Italie. Il a été président du Conseil de 1852 à 1858, puis de 1859 à 1860. Il ne va pas hésiter à prendre la tête d'une majorité anticléricale en Sardaigne afin de souder les partisans d'unité italienne. Pourquoi anticléricale ? Forcément parce qu'il faut immanquablement se heurter au pape pour avoir l'unité de l'ensemble de l'Italie. Il va décéder à Turin d'une maladie soudaine quelques mois après l'achèvement de l'œuvre de sa vie et son enterrement causa un hommage unanime de la société italienne. D'ailleurs, la crypte où il est enterré, à Turin, est même un monument national depuis 1911. Mais revenons au 21 juillet 1858, cette fameuse rencontre de Plombières entre Cavour et Napoléon III. C'est où Plombières, c'est où ? C'est une station thermale. Si vous voyez un peu par là-haut, quoi. Oui, dans les Vosges. C'est ça, dans les Vosges, ouais. Pas donc, dans les Bauges, dans les Vosges. Les Vosges.
En effet, donc bien sûr, vous avez cette rencontre entre Cavour et Napoléon III, rencontre secrète et qui va changer l'histoire des pays de Savoie. En effet, après 4 heures de négociations secrètes, une position commune est trouvée. Donc, la France offre au royaume de Piémont-Sardaigne son appui pour arracher à l'Autriche la Lombardie, la Vénétie et au pape la région de la Romagne. Alors, c'est la région qui est en dessous de la Lombardie et du Piémont. Vous voyez, c'est une région qui traverse l'Italie de part en part et qui est juste au nord de la stratégique, Toscane. juste au sud. Voilà, c'est ça, juste au nord de la Toscane. En échange de cette aide, Napoléon III a 2 exigences. 1, que l'Autriche passe pour l'agresseur. Alors ça, visiblement, il n'a pas trop retenu la leçon, parce que quelques années plus tard, ça va être exactement l'inverse lors de la guerre franco-prussienne, et que le royaume de Piémont-Sardaigne cède à la France le comté de Nice et la Savoie. Nous y voilà. En fait, l'origine de l'annexion date de Plombières. Mais attention, ces pourparlers doivent impérativement rester confidentiels. Et pourquoi ? Garibaldi, qui est niçois, il ne doit pas apprendre que sa ville natale fait en fait l'objet d'un marchandage. Et Victor Emmanuel, il doit pouvoir compter sur des troupes savoyardes qui, dit-on, étaient les meilleures du royaume. Communiquer sur un changement d'allégeance du territoire de la Savoie risquerait de voir ces troupes moins motivées pour le combat à venir. Donc, on ne parle pas de Plombières. Car oui, on le sait maintenant, c'est par le sort des armes que se réglera l'avenir de l'Italie et donc l'avenir de la Savoie. Nous sommes le 26 avril 1859, l'Empire d'Autriche est lassé de la situation italienne. Il souhaite remettre de l'ordre dans ses États et notamment dans le nord de l'Italie. Et il adresse un ultimatum à Victor Emmanuel de Savoie, qui, fort de son alliance défensive avec la France, il refuse cet ultimatum et il est prêt à aller à l'affrontement. Le 3 mai, la France déclare la guerre à l'Autriche, puisqu'elle vient en aide à son allié piémontais. Et l'empereur, à l'exemple de son oncle, il insiste à près de 50 ans pour prendre la tête de l'armée. Voilà, Napoléon III, général. C'est une armée impressionnante, 125 000 hommes qui se met en ordre de marche pour rejoindre l'Italie par les cols alpins, encore enneigés, ou en débarquant à Gênes, où les Français sont accueillis en libérateurs. Alors là, nous sommes plus du tout dans le même contexte que Napoléon Ier, armée déjà qui allait très très vite, mais là, les Français vont pouvoir bénéficier d'un réseau de voies ferrées très important, permettant aux troupes de se déplacer très rapidement. Chose exceptionnelle pour l'époque, pour faire Lyon-Turin, 4 jours. 4 jours. Vous voyez, à l'époque, c'était tout à pied. Mais là, en quelques jours, on arrive à Turin. Alors, tout ça va changer quand les Français arrivent à Gênes et que Napoléon III arrive avec ses troupes. Il est appelé de Uomo de Seculo. Je parle très très mal l'italien, ça veut dire l'homme du siècle. Rien de moi. Il est vraiment attendu comme un libérateur. Et tout va changer le 24 juin 1859, lors de la fameuse bataille de Solferino. Alors, il y a la bataille de San Martino d'abord, mais qui est commandée par le général Mollard, qui était d'Albins. Tout à fait, mais on va à l'essentiel. On va à l'essentiel. Jean-Pierre a le don de saboter mon travail. Donc la bataille de Solferino, 24 juin 1859, très importante. En fait, beaucoup de boucheries, 6 000 morts, 23 000 blessés. Et d'ailleurs, devant la vision de ce champ de bataille, Jean-Pierre, qui va être présent et va fonder un organisme international très important? Henri Dunant, la Croix-Rouge. Tout à fait, et c'est à partir de là que va être fondée la Croix-Rouge. Des horreurs de la bataille de Solferino, qui est une rue aussi à Paris. Mais voilà, la bataille de Solferino a eu tellement d'horreurs que Henri Dunant a créé la Croix-Rouge. C'est ça. Et les Franco-Sardes ressortent vainqueurs. Alors c'est certes pas une éclatante victoire, mais quand même, les Autrichiens sont battus. Inquiets d'un renouveau de la puissance française, au même moment, vous avez les Prussiens, bien sûr, de l'autre côté du Rhin, qui commencent à mobiliser leurs troupes, parce qu'ils voient quand même mal une France encore puissante prendre pied en Italie. Et Napoléon III, voyant de puissants voisins prussiens mobilisés, n'a plus trop le choix et doit négocier avec François-Joseph, qui était l'empereur autrichien de l'époque. Et ce sera l'armistice de Villafranca, signé le 11 juillet 1859. Alors, le deal est le suivant. Les Français n'avanceront pas jusqu'en Vénétie comme prévu et reçoivent en échange la Lombardie, vous voyez, la région de Milan. Et immédiatement, cette Lombardie, elle est rétrocédée au royaume de Piémont-Sardaigne. Donc, vous avez le royaume de Piémont-Sardaigne qui s'étend considérablement, prenant une ville importante, un nœud économique et de communication Milan, très important, Milan, qui est savoyard pendant quelques mois. Le royaume de Sardaigne s'étend donc de manière significative. Et Victor Emmanuel n'accepte que cette clause. Forcément, lui, il ne veut que s'agrandir. Et pour lui, la parole française n'étant pas été respectée, il refuse d'évoquer l'avenir de la Savoie. Imaginez donc la déception. Napoléon III se rend à Milan. Il est copieusement sifflé. L'opinion publique à Chambéry montre son hostilité. Les Savoyards, qui ont
quand même eu vent d'un projet de rétrocession à la France sont déçus et affichent même les portraits d'Orsini, celui qui a attenté à la personne de l'empereur, sur de nombreux commerces. En fait, chacun est conscient que les Savoyards ont, depuis déjà un petit moment, le cœur qui balance du côté de la France. Eh oui. Même s'ils semblent attachés à l'image de leur souverain, figure tutélaire de la Savoie Bien depuis sûr. maintenant des siècles. Turin était beaucoup trop loin. Bon, voilà. Éloignés de Turin par la présence des Alpes, les Savoyards parlaient français, la question de l'annexion est présente sur toutes les lèvres. Alors comment pourrait exister une enclave de langue française au sein d'une Italie unie et aussi italophone? Ce serait quand même compliqué. Et donc la question du plébiscite se pose, et celui-ci sera organisé les 22 et 23 avril 1860 en vertu d'un accord qui a été signé auparavant, c'était le 12 mars, prévoyant la cession de la Savoie et de Nice à la France après ce qu'on appelle une consultation populaire. Alors ce scrutin, c'est la première élection au suffrage universel en Savoie, et en fait ce scrutin il va poser une question très simple. La Savoie veut-elle être réunie à la France? Et c'est ce que nous verrons après cette deuxième pause musicale. Là, mais c'est vite là, et donc. Ça passe vite. Hein. Alors, c'est tellement passionnant, de toute façon. Oui, c'est vrai. Tu m'as demandé un Francis Cabrel. Oui. Les murs de poussière. Et ben, on écoute tout de suite sur Radio Grand Lac. Et on revient pour la suite de cet exposé. À tout de suite. Sur les bords du lac du Bourget, la radio autrement. Radio Grand Lac. Les chroniques de Savoie pour découvrir l'histoire de nos territoires avec Julien sur Radio Grand Lac. Eh bien, re-bienvenue pour cette troisième partie. Re-bienvenue. Je suis content d'avoir réveillé Jean-Pierre de sa sieste. Ouais, tout à fait. On voit J'ai bien dormi. Hein. C'était court, mais intense. Et donc, bien sûr, vient le moment important de ce plébiscite. De quoi on parle là déjà ? De Napoléon III et la Savoie. Ah d'accord. C'est bien, Jean-Pierre, il suit, c'est parfait. Et donc, concernant ce qu'on appelle ce plébiscite, vous l'imaginez, la procédure d'un vote démocratique au 19e siècle n'est pas celle d'aujourd'hui. Et le résultat, il est sans appel, 137 189 votants, 136 566 qui se déclarent en faveur du rattachement. Donc, qui ont répondu oui. Alors, on va passer sur le fait que dans de nombreux bureaux de vote, les bulletins non étaient manquants, que le clergé hostile à la politique anti-romaine de Cavour appela à voter en faveur de l'annexion, que des messes furent même organisées le jour du plébiscite afin d'inciter la population à se prononcer en faveur de la France et de Napoléon III. Et nous connaissons bien sûr la ferveur religieuse en Savoie dans la seconde moitié du 19e siècle. Oui, partout à cette époque. Bien sûr. Le 29 avril, la cour d'appel de Chambéry proclame le résultat du vote. Et d'ailleurs, une plaque commémore l'événement. Dans la salle du Sénat de Savoie. C'est ça, dans la salle du Sénat de Savoie. Le 29 mai, le Parlement de Turin ratifie l'accord de cession. Pourquoi le Parlement de Turin ? Parce que c'est là qui est la capitale des États piémontais. Puis la France, le 12 juin. Et le 14 juin, l'empereur prend officiellement possession de ces nouveaux États. Et il va créer par décret les départements de la Savoie et de la Haute-Savoie. Alors bien sûr, de grandes fêtes populaires sont alors organisées dans les villes et villages de Savoie. Et du 27 août au 5 septembre 1860, Napoléon III et l'impératrice Eugénie effectuent un voyage triomphal. Oui. Alors ils se rendent à Chambéry, à Annecy, à Thonon, à Chamonix. On sait même que l'impératrice va faire une randonnée sur les glaciers chamoniards, mais également Évian-les-Bains, Aix-les-Bains, pour terminer, on va terminer par l'étape la plus locale. À Chambéry, les festivités sont grandioses. Partout, les drapeaux français pavoisent les rues, à l'image de ce tableau de Louis Husson, qui décrit très bien la liesse populaire rue de Boigne, au pied du château des Marches des Ducs de Savoie. Vous avez la statue des frères de Metz. Oui, vous avez ce tableau magnifique. On voit l'hôtel Montfalcon également. Vous avez un monde incroyable dans les rues. Et le commissaire impérial extraordinaire, qui s'appelle Armand Léty, qui a été envoyé en Savoie spécialement pour l'occasion, proclama « C'est au nom de l'empereur que je vous reçois dans la grande famille française, qui est heureuse et fière de vous ouvrir ses rangs. Confondus avec les nôtres, vos intérêts seront désormais l'objet de la constante sollicitude du souverain qui a porté si haut la gloire et la prospérité de la France. La Savoie devient donc officiellement française. Les Savoyards et les Niçois qui souhaitent garder la nationalité sarde doivent en faire la demande au consulat du royaume de Piémont-Sardaigne, parce que bien sûr, maintenant il y a des ambassadeurs étrangers qui seront là, bien sûr. Et s'ils sont civils, s'ils sont militaires, ils doivent faire la demande à leur régiment. Le sort de la Savoie est donc lié maintenant à celui de l'Empire, et les Savoyards vont d'ailleurs s'illustrer lors de la terrible campagne de 1870 contre les Prussiens en combattant lors de la bataille de la Lisaine en janvier 1871 sous les ordres d'un Savoyard, Charles Albert Costa de Beauregard, qui est originaire de la Motte-Servolex. Un nom qui est bien connu. Tout à fait.
Désormais, les Savoyards paieront aussi par le prix du sang leur intégration à la France, et les troupes savoyardes s'illustreront sur les champs de bataille des 2 conflits mondiaux avec les fameuses troupes des chasseurs alpins, les troupes de montagne. Mais là, on s'éloigne un peu de notre sujet. Alors, comment s'est organisée l'organisation administrative de la Savoie ? Eh ben, je vous ai indiqué que certains, par fidélité à Victor Emmanuel II, avaient le choix de rester piémontais, enfin sardes, et ils choisirent de garder une nationalité, donc d'abord sarde puis italienne. Et certains ont connu une carrière incroyable dans le gouvernement italien. Et certains d'eux, on peut dire qu'ils ont même manqué la nouvelle administration savoyarde. Si nous ne devons prendre qu'un exemple, ce serait Louis-Frédéric Menabrea, originaire de Bassin, qui a été député sarde en 1848, donc député pour la Savoie en 1848. Menabrea, le nom est important puisque c'est le nom d'un célèbre historien savoyard, Léon Menabrea, Henri Menabrea, qui a écrit une grande histoire de la Savoie. Et donc, souhaitant rester fidèle au roi et surtout à Cavour, il choisit la nationalité sarde, puis italienne. Et il va connaître une ascension fulgurante. Donc, sénateur du Royaume d'Italie, ministre des Travaux publics, ministre de la Marine, ministre des Affaires étrangères, puis président du Conseil entre 1867 et 1869. Ça veut dire que vous avez au départ un sénateur savoyard qui arrive à devenir Premier ministre italien. Mais donc, et qui est à Rome ensuite. Hein. C'est ça, tout à fait. Mais, entaché par un scandale financier, il va se retirer en Savoie dans sa demeure de Saint-Cassin, où il va décéder en 1896. Et ça, je suis sûr que tu l'ignorais, Jean-Pierre. Je l'ignorais tout à fait. Ah, voilà, enfin. On va également citer l'exemple de Luigi Pelux, né en 1839 à La Roche-sur-Foron, qui demanda lui aussi la nationalité italienne. Député, sénateur, général de brigade, il devint lui aussi en 1898 président du Conseil d'Italie. À Nice, on dénombre un exode de 11 000 Niçois qui ont été attachés à l'Italie. Et donc, c'est un épisode qui est resté célèbre. Hein. Vous avez un départ massif de Niçois, donc plus de 10 000 qui partent vers l'Italie. Administrativement, la Savoie et la Haute-Savoie se dotent d'une administration à la française. Donc, on désigne des préfets, bien sûr, oui, pour le département du Mont-Blanc et pour le département de la Savoie. Et on procède à des élections. D'ailleurs, le premier préfet de Savoie s'appelle Dieu. Ah, peut-être. Tout à fait. D'accord, je te fais confiance là-dessus. Son nom était Dieu. Est-ce qu'il disait appelez-moi Dieu? Appelez-moi Dieu, je sais pas, mais en tout cas. Et d'ailleurs, il paraît d'ailleurs que très souvent, on le voyait à l'hôtel, d'où le nom de l'hôtel Dieu. Voilà, d'accord, on poursuit. Fallait la faire. Il est content. Donc, l'empereur désigne des préfets et sont organisées également des élections. C'est l'élection des conseils généraux. Alors, ce sont les actuels départements, les conseils départementaux. Donc, à l'époque, vous vous souvenez, c'était le conseil général. Et donc, Pantaléon Costa de Beauregard devint le premier président du conseil général de la Savoie. Et pour la Haute-Savoie, c'est Aimé Levé. Politiquement, les Savoies étaient, je cite, d'un loyalisme exacerbé envers l'empereur. Alors en fait, à l'époque, les républicains existent, mais ils sont très minoritaires en Savoie, et sont assimilés par le clergé et par les bonapartistes un peu au parti du désordre. Certainement du fait des traces laissées par l'occupation de 1792, et notamment, on connaît aussi les ravages de la Révolution et des révoltes qui ont eu lieu notamment en Haute-Savoie. En 1860, quand l'empereur prend ses états, il commande un rapport sur l'état des chaussées et des infrastructures de Savoie. Bien sûr, c'est très important puisqu'il faut pouvoir commercer, il faut pouvoir voyager et pour cela, il faut des infrastructures et des routes de qualité. Il y a en cours un chantier titanesque qui est entrepris, c'est le chantier du percement du tunnel du Mont-Cenis. Et ce chantier, bien sûr, il se poursuit et les frais sont partagés entre la France et l'Italie. D'ailleurs, toute ressemblance avec un projet actuel ne serait que fortuite. Hein. Alors, à l'époque, ça avançait beaucoup plus vite que maintenant. Hein. Le tunnel du Mont-Cenis, le chantier s'est déroulé comme il faut. D'ailleurs, l'ingénieur du tunnel du Mont-Cenis a lui aussi choisi de garder la nationalité sarde. Il n'a pas voulu devenir savoyarde. Devenir français. De devenir français, oui, pardon. Au niveau local, des ouvrages sont envisagés. Alors quand je vous dis ouvrages, c'est pas des livres, mais c'est des ouvrages d'art, hein, vous voyez, sont envisagés. Donc comme le pont de la Drance, qu'on appelle le pont impérial à Thonon, et qui est commandé lors de la visite de l'empereur sur les rives du lac Léman. D'un point de vue économique, alors le bilan, il est un peu mitigé. Alors bien sûr, les Savoyards, et notamment les commerçants, et ceux qui profitent de l'économie, ont bénéficié des suppressions des douanes
avec les départements Oui, limitrophes. bien sûr. Si vous allez, d'ailleurs, chez notre ami Cédric Vial, du côté des Échelles, Oui. et que vous allez du côté de Rivière-Alpes, vous avez un bâtiment à l'entrée du parking qui s'appelle les anciennes douanes. Ben, c'est ici qu'il y avait la douane qui contrôlait les marchandises et qui percevait la taxe. Avant de passer le gué. Avant de passer le gué, voilà, tout à fait. Donc c'est quelque chose qui est très important puisqu'on passe d'un pays limitrophe à un pays intégré et donc plus de droits de douane pour commercer avec maintenant l'ensemble de la France. Mais il y a aussi le revers de la médaille, les traités de libre-échange qui ont été signés par Napoléon III avec notamment la Grande-Bretagne permettent l'arrivée en quantité très importante de produits anglais qui sont peu chers et trop concurrentiels pour les industries savoyardes. Mais aussi, il y a une importance pour nos territoires, c'est au niveau du tourisme, puisque le voyage impérial de 1860, il eut pour conséquence un essor, mais incontestable, des stations thermales. Bien sûr, je pense en Haute-Savoie à Thonon et Évian-les-Bains, mais bien sûr à Aix-les-Bains, tout près d'ici. Avec l'arrivée du chemin de fer. Avec l'arrivée du chemin de fer, tout à fait. Mais quelles ont donc été les réalisations entreprises en Savoie sous le Second Empire ? Eh ben, c'est ce qu'on va voir sous forme d'un petit jeu, Jean-Pierre, si tu es d'accord, après la pause musicale. Oui, bien sûr que je suis d'accord, il n'y a pas de problème. Il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt du tout, il n'est pas prêt du tout. Mais il arrive très très vite, hop, voilà. Tu veux une petite pause ? Radio Grand Lac 92.1, le grand bain de la vie locale. Les chroniques de Savoie pour découvrir l'histoire de nos territoires avec Julien sur Radio Grand Lac. Et Julien, c'est déjà la dernière partie. Dernière partie, Oui, ouais. Mais comme ça passe vite avec toi. Et d'ailleurs, j'ai reçu un message d'un auditeur qui m'a parlé du préfet Dieu. Oui. Et il paraît que c'était C'est un saint homme. Il s'y connaissait très bien en vin. Le fameux vin Dieu. D'accord. Allez, reprenons. Non, je vous jure, mesdames, messieurs, qu'il va très bien. Je vous rassure, Marion, il est en pleine forme. Tout va bien, voilà. Bon, apparemment, il a un peu quelques fils qui se touchent, mais c'est pas grave. Julien, on t'écoute pour la suite. Eh ben, on va parler là. Dernière maintenant, partie. La Petit Savoie quiz. est devenue française. La Savoie est devenue française et avant la pause musicale, je vous interrogeais sur les réalisations entreprises en Savoie sous le Second Empire. Alors, je vais te donner quelques petits indices et tu vas essayer de me trouver de quoi il s'agit, Jean-Pierre. Si je te dis inauguration le 15 septembre 1861. Décision qui a été prise par la ville de Chambéry après la construction de la rue du Comte-Vert et malheureusement de la destruction d'une chapelle. Si je te dis, troisième indice, que l'évêque de l'époque était âgé de 78 ans et il n'a pas pu participer à l'inauguration. Et enfin, dernier indice, ce monument religieux surplombe Chambéry. Tic-toc, tic-toc, tic-toc. Attends, je suis paumé là. Alors, un mais je vois. édifice religieux qui surplombe Chambéry, qui a été inauguré le 15 septembre 1861, donc qui surplombe Chambéry, et c'est Surplombe Chambéry. Mais je vois pas. Là. un édifice religieux hyper célèbre, Mais oui, mais bien qui a sûr, été mais- construit sous l'Empire. Une croix, Ah, écoute, j'ai. la croix du... Combattant. La La croix, croix du... la croix du Nivolet. La croix du Nivolet. Ah non, oui, mais qui surplombe. Ah, d'accord, ok. Et qui- Moi, j'étais vraiment sur les collines en dessus de Oui, non. Chambéry. Ah, bah d'accord, oui, bah le 15 septembre 1861. Bah oui, alors. tu, Ah, bah tu d'accord. on y étais, Jean-Pierre. Non, mais d'accord, non, j'étais vraiment qui surplombe Chambéry, mais j'étais au niveau de l'hôpital ou du château, tu vois, que ça. Ah oui, ça tu semble- voyais non, quelque chose de oui, plus près, d'accord. Donc oui, d'ailleurs, pour la petite histoire, donc l'évêque qui était très âgé à l'époque, 78 ans, n'a pas pu participer à l'inauguration. Pour l'époque, c'était âgé. Hein. Pour l'époque, c'était très âgé. Alors, deuxième petite réalisation française en Savoie. Alors, premier indice, Chambéry. Oui. Deuxième indice, rénovation en 2011. Oui. Troisième indice, place commerçante. Tic-toc, tic-toc, tic-toc. Alors, je fais de les bruitages à la bouche, non, comme, mais- comme, comme dans la Cité de la Peur. La place des Halles. Ouais, tout à fait, voilà. c'est ça. Eh bien oui, bravo Jean-Pierre, je parle des Halles de Chambéry, dont la charpente métallique a été construite entre 1861 et 1862. À l'époque, d'ailleurs, on appelait ça les halles couvertes, parce qu'elles sont toujours. Donc vous avez une grande charpente métallique qui a disparu aujourd'hui, mais qui a été inaugurée donc sous la Savoie, on va dire, impériale. Allez, dernière petite devinette, Jean-Pierre. Oui, parce que c'est pénible ton truc. On reste sur Pas bon, Chambéry. là. On reste sur Chambéry. Place de l'Hôtel de Ville.
Chambéry, Oui. place de l'Hôtel de Ville. Donc à la place de l'Hôtel de Ville, on trouve quoi, le place de l'Hôtel de Ville de Chambéry? Eh ben, on trouve la petite place avec Oh là là, il est nul, c'est pas possible. Place de l'Hôtel de Ville. Qu'est-ce Oui, qu'on trouve? l'Hôtel de Ville. Voilà. Eh ben oui, l'Hôtel de Ville, la mairie de Chambéry, a été inauguré en 1863. Allez, une dernière pour faire plaisir, parce qu'en plus je vois que t'es super fort, Jean-Pierre. Donc, on va Continue. rester sur Chambéry. Et je vais te dire bicentenaire en 2024. Donc 1824. Donc 1824. C'est un édifice qui porte le nom d'un dramaturge français, Ouais, d'accord, et établissement qui a été incendié en 1864. le théâtre Charles Dulin. Le théâtre Charles Dulin, tout à fait, qui a été reconstruit puisqu'il a été incendié en 1864. Bien sûr, il existait avant, 1824. Il a été inauguré d'ailleurs par le roi de l'époque. Mais le théâtre Charles Dulin, qui s'appelait d'ailleurs à l'époque le théâtre de Boigne, a été incendié en 1864 et reconstruit en 1866 sous l'Empire. D'ailleurs, pour info, ce que l'on appelait à l'époque le nouveau théâtre d'Annecy, qui est aujourd'hui disparu, et qui comportait plus de 700 places, fut également inauguré sous le Second Empire, c'était en 1865. Et vous le constatez, donc notre préfecture Chambéry a connu de nombreux bouleversements sous le Second Empire. Pour Nice, bien sûr, parce qu'il faut que je parle de nos amis niçois, l'apport essentiel fut l'arrivée du train, avec l'inauguration d'une ligne de chemin de fer en 1864. Oui, et ça a été le début de toute la Côte d'Azur. Tout à de fait, la c'est ça. Riviera française. Qui va augmenter considérablement la fréquentation touristique de la ville et de la Côte d'Azur. Alors, il y a quelques instants, je vous ai indiqué que l'empereur s'était rendu dans ces nouveaux États. Alors, sans voie de chemin de fer, comment est-ce qu'il a fait pour se rendre à Nice? Bien, en fait, en 1860, il a pris le train, l'empereur, direction Toulon, où il a pris ensuite un navire pour rejoindre la capitale des Alpes-Maritimes après 11 heures de traversée. Vous comprenez bien que c'était à l'époque une région enclavée. En plus, vous savez, Nice, il y a l'arrière-pays niçois, Oui, il y a bien sûr. les montagnes autour, pas évident. Donc, on décide l'aménagement d'une voie ferroviaire. Vous avouez que pour faire découvrir la ville à des curieux et à des touristes, c'est pas très pratique de faire 11 heures de traversée. Donc sous l'Empire, la ville va se doter de nombreux hôtels. Alors c'est pas encore les hôtels de luxe comme le Negresco, mais quand même, il y a les curieux et les touristes qui commencent à se ruer sur la promenade des Anglais sous le Premier Empire. Alors promenade des Anglais qui a été construite avant, mais elle va connaître vraiment un accroissement et une popularité sous le Second Empire. Et puisque je parle de tourisme, il est nécessaire d'évoquer avec vous une année célèbre pour nos amis haut-savoyards, c'est 1865. Alors, à première vue, cette année, elle ne vous dit rien. Alors, je demande pas à Jean-Pierre, parce que vu qu'il est nul au quiz, je vais pas lui poser la question, mais elle est essentielle pour nos amis de Haute-Savoie, puisque l'année 1865 est considérée comme étant l'apogée de l'âge d'or de l'alpinisme, avec la conquête des derniers sommets alpins, dont la fameuse ascension du Mont Blanc, alors qui a bien sûr été effectuée, mais la ascension inédite par le célèbre éperon de la Brenva. Et ça date de 1865. Donc les apports du Second Empire furent nombreux pour la Savoie et Nice. Le rattachement de la Savoie à la France fait l'objet de commémorations et de festivités importantes. En 1960, le général de Gaulle vient en Savoie à l'occasion du 100e anniversaire. Quelle province fut plus française que la Savoie, a-t-il dit. Et en 2010, pour le 150e anniversaire, le président Sarkozy, depuis la cour du château des Ducs de Savoie, est-ce que tu y étais à l'époque, Jean-Pierre? Oui, en 2010. Proclama deux peuples qui se connaissaient, qui se comprenaient, qui se respectaient, qui s'aimaient, décidèrent de former une seule nation. La géographie, la langue, le sentiment, la raison les poussèrent dans les bras l'un de l'autre. Et puisque tu m'as dit que tu étais présent, Jean-Pierre, je suis sûr que tu as le même sentiment que moi, c'est-à-dire un vrai esprit d'appartenance à une même patrie, mais également à un même département. Parce que nous sommes ce jour-là sentis tous très français, Bien sûr, mais également tous mais- très savoyards. Et c'était vraiment un moment très émouvant, très touchant de recevoir quand même le président de la République, qui Oui, est resté quand même oui, tout à plusieurs fait, heures sur bien place. sûr. Et Et- pour moi, c'est un moment qui m'a C'est- profondément marqué, avec la quel- patrouille de France Oui, tout à également, le 13e BCA. Enfin, il y avait Tout à vraiment fait. une très belle commémoration. Et quelques jours après, j'étais présent aussi dans les jardins du Sénat à Paris, où les cloches Paccard ont coulé donc une cloche. On dirait que maintenant est au Sénat. D'accord. Donc une cloche pour célébrer les 150 ans. les 150 ans du rattachement de la Savoie à la France en présence du président Larcher, qui était déjà le président du Sénat. On était là-bas dans les jardins du Luxembourg pour accueillir cette cloche qui a été coulée devant nous.
Et d'ailleurs, en 2010, je ne sais pas si tu te souviens, mais il y avait donc dans la cour du château des Ducs de Savoie, il y avait les ministres en charge donc du tourisme, bien sûr, mais il y avait également Christian Estrosi, qui lui représentait la ville de Nice, puisque oui, nous étions, nous sommes avec les Niçois, nous sommes des cousins, si on veut. Et donc il était là, et c'est vrai que c'était un moment très émouvant. Et ça va être la conclusion de cette émission. Et je vous donne rendez-vous, alors non pas le vendredi 1er novembre. Non, voilà, parce que forcément, pas le 1er novembre, je suis en congé. Hein. Et en plus, je ne serai pas là physiquement. Voilà, tu seras pas physiquement. Donc on se donne rendez-vous le 8 novembre, et nous allons avoir le plaisir de recevoir un écrivain qui s'appelle Pierre Hoffmann, spécialiste de l'histoire de la Savoie. Il a également rédigé un ouvrage que je vous invite à lire et que je vous incite à lire, qui s'appelle Les femmes illustres de Savoie. Ah oui, ça va être intéressant. Et il va nous parler de son dernier livre qui est intitulé Albert Pell, le Landru savoyard. On va changer un peu de registre, on va parler un peu de crime en série et de qui est cet Albert Pell que l'on appelle le Landru savoyard. Et d'ailleurs, Landru, lors de son procès, donc au début du XXe siècle, on est en 1919-1920, je sais plus, mais on parle d'ailleurs de Albert Pell, voilà, comme quoi c'est un modèle pour lui. C'était un modèle, donc on va être dans un registre un peu plus lugubre, un peu plus noir, mais en tout cas, c'est également important d'en parler, puisqu'il faut parler de toutes les facettes de nos territoires. Bien sûr, de toute l'histoire de notre Savoie, de notre belle Savoie que nous aimons tant, et comme tu dis, on se sent français, on se sent savoyard, on est la même patrie maintenant. Hein. Merci à tous, Julien, pour cet exposé. On salue encore une petite fois mon amie Delphine du côté de Nogent-sur-Marne. Ça leur rappelle plein de choses. L'histoire de la Savoie. Du côté de Nogent. Oui, voilà, tout à fait. C'est ça, c'est exactement le même endroit. Tout à l'heure, à 19h, vous aurez Christian avec la note bleue pour le jazz. Il n'y a pas exceptionnellement aujourd'hui Pierre-François avec WRGL Country. Et puis, moi, j'aurai le grand plaisir de vous retrouver dimanche matin de 10h à 11h pour l'accordéon. C'est ma passion. Julien, bon après-midi. Bon après-midi. Bon après-midi à l'écoute de Radio Grand Lac, 92.radiograndlac.com. On vous aime, les amis. À bientôt. Rendez-vous à Radio Grand Lac. 8 novembre. Plongez dans le grand bain de la vie locale avec notre application 100% gratuite pour écouter votre radio préférée. Radio Grand Lac. Téléchargez-la dès maintenant et vivez l'expérience Radio Grand Lac où que vous soyez.